Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre émission, sur votre émission bien sûr, Œil sur la politique. Nous avons en face de nous ici monsieur Bernard Pongui et monsieur Kiwangu, qui en fait ils sont des membres du parti politique de l'opposition congolaise, et je les inviterai certainement à se présenter. Donc on va commencer avec monsieur Bernard Pongui. Présentez-vous un peu pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Je sais que beaucoup de gens vous connaissent déjà. Je suis Bernard Pongui, voilà. Je vis ici au Canada. Je fais aussi partie d'une organisation non gouvernementale, mais qui assure des activités dans le sens de pouvoir lutter contre l'alternance politique. Nous voulons apporter de l'alternance politique au Congo-Brazzaville, qui est la convention de la diaspora des Congolais du Canada. D'accord. Voilà. Et au sein de la convention, quel est votre Je suis secrétaire général de cette organisation. D'accord. Et M. Kiwangu est le coordonnateur, si je ne me trompe pas. Bien sûr, vous ne vous trompez pas, je suis coordonnateur de la convention, oui. D'accord. Alors, j'aimerais d'abord vous poser la première question concernant les élections municipales et législatives qui se passeront bien sûr demain, dimanche, au Congo-Brazzaville, puisque c'est votre pays d'origine, bien qu'étant les Canadiens. Vous avez aussi un pied là-bas au pays. Alors, moi, j'aimerais un peu savoir votre point de vue par rapport à cette situation, Monsieur Kiwangu. Oui, merci, Monsieur Odilon. Les élections législatives au Congo-Brazzaville sont une insulte à l'intelligence collective et surtout à l'intelligence nationale. On ne peut pas comprendre que Sassou continue à aller de putsch en putsch. Il a réussi un référendum dans la tricherie, il a fait un hold-up électoral, il bombarde le pôle pendant près de 15 mois et pendant ce temps, on ose nous imposer des élections législatives. Dans un monde normal où les humains fonctionnent avec leur système mental équilibré, on ne peut pas accepter de telles choses. Mais hélas. Nous avons constaté qu'il parmi les membres de l'opposition, ceux qui sont avec vous dans l'opposition, la diaspora, ou soit encore ceux qui sont sur place au pays, participent aussi à ces élections. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, ou bien qu'est-ce que le peuple peut dire. Est-ce que le peuple peut encore vous faire confiance par rapport à ça? Parce que vous êtes contre Sassou, vous êtes contre le régime. Et en même temps, parmi vous, les opposants, il y a des gens qui participent à cette élection. Écoutez, M. Odilon, tout d'abord, on ne peut pas parler des élections dans un pays où déjà les premiers conflits créés par la première élection, qui est l'élection présidentielle, n'ont jamais trouvé de résolution. C'est-à-dire, nous savons tous que Sassou n'a jamais gagné. Il avait eu 8%, il a confisqué le pouvoir et il s'est mis à bombarder et à massacrer les Congolais. Les droits de liberté sont confisqués. La fois dernière, il y a eu une manifestation de l'opposition. Nous avons vu ce qu'il a sorti au niveau de Brazzaville. Il a sorti à la place de pouvoir prôner le dialogue ou encore des entretiens. Il sort de l'arsenal militaire et ça a été toujours comme ça avec Sassou Nguesso. Quand vous dites que l'opposition est partie participer aux élections législatives de Sassou Nguesso, non. Nous dirons pourtant quelques membres de la diaspora qui sont très proches du pouvoir de Brazzaville. Donc, nous savons tous la stratégie, c'est d'essayer de faire revenir plusieurs jeunes de la diaspora pour que ceux-là essaient de représenter, si vous voulez, la grande idée qui est la diaspora d'une manière générale qui a dit non à Sassou et à ce régime. Donc ceux qui sont à Brazzaville ne sont pas réellement de l'opposition, mais plutôt des parents proches du pouvoir de Brazzaville qu'on a fait venir pour être des potentiels candidats à une élection déjà biaisée. Voilà. Mais lorsque vous parlez des parents proches du pouvoir de Brazzaville, à ce que je sache, il n'y a pas seulement que les gardes du Nord. Je m'excuse un peu du terme si je ne suis pas tribal, mais c'est juste une façon de dire. Nous avions vu que le fils de l'ancien président Pascal Lissouba fait partie de ses futurs candidats à l'Assemblée. Moi, je voudrais bien savoir le point de vue de M. Victor Kiwangu par rapport à ça, parce on a comme l'impression aujourd'hui que c'est seulement les enfants des ministres, des anciens présidents de la République qui se retrouvent au sein de ce pouvoir et qui est géré seulement par une petite élite et que le peuple ne voit absolument rien. En effet, M. Odilon, ça fait partie des stratagèmes de Sassou Nguesso. Jérémy Lissouba avait renié son père. Jérémy Lissouba avait même osé gifler son père. Jérémy Lissouba est manipulé.
Sassou Nguesso est passé par Tsati Mabiala. Et Tsati Mabiala est allé chercher Jérémy Lissou. Ça fait partie d'une organisation, n'est-ce pas, patriarcale, où les Kolela, les Lissouba, les Sassou, etc., une sorte de mouziki, en d'autres termes, un groupement qui s'organise pour prostituer la politique au niveau du Congo-Brazzaville. La démocratie, ce qui est scientifique, ils ne la connaissent pas. Vous avez suivi le général Ndenge, peut-être que je m'en vais très vite en besogne, mais parlons de Mambeke, le général Ndenge l'a menacé jusqu'à dire qu'ils ont souffert pour avoir ce pouvoir. Donc c'est leur pouvoir, ce n'est pas le pouvoir du peuple congolais. Mais quelle est finalement la écoutez, M. Odilon, je vais vraiment réellement compléter les arguments que M. Kiwango venait de donner ici. Si vous avez vu, le pouvoir de Brazzaville a mis en place un mécanisme. Déjà, ils sont venus avec un slogan, celui qui a vu le père verra le fils. Hein, c'est une stratégie, la nouvelle stratégie pour gouverner le Congo. C'est-à-dire, ils ont tout fait. Au niveau, si nous essayons de voir comment ils essaient de repartir le gâteau du pouvoir au niveau du Congo, le Kwilu est géré par les Tister, vous avez Jean-Marc qui est à l'intérieur, au niveau du Poul, vous avez les Kolela qui sont là, là ils sont allés chercher Jérémy Lissouba, et au niveau du Nyari, vous avez des fils Moussoukou-Mbomba, et ainsi de suite. C'est devenu un nouvel ordre au niveau du Congo. C'est quel régime finalement? Quel est le nom de ce nouveau régime? La stratégie, c'est que ils ont compris, leur stratégie, c'est de vouloir ramener Christelle Denis Sassou Nguesso comme président de la République du Congo. Donc de ce faire, pour éviter que Christelle puisse rencontrer une résistance, une forte résistance. Donc on essaie de ramener tous les autres départements autour du gâteau, mais en fin de compte, ils n'auront que des miettes. Le vrai gâteau, il va être géré par les Nguesso. Voilà. Voilà un peu la nouvelle norme que ce régime a pensé mettre en place au Congo. Celui qui a vu le père fera le fils. Ben, voilà. Nous qui sommes le peuple, parce que je parle ici pour essayer un peu d'éclaircir un certain nombre de faits à la population qui nous écoute, ceux qui voient ces genres de situations-là, est-ce qu'ils feront encore confiance en vous, les hommes de l'opposition, ou soit encore aux gens de la majorité présidentielle? Monsieur Odilon, il faut dire que le patronyme opposition est utilisé abusivement. Généralement, les hommes politiques congolais, ils négocient masqués. Ils se disent de l'opposition, mais le soir, ils se retrouvent dans les officines pour aller chercher justement la grosse part du gâteau. Le peuple dont vous faites référence, c'est la majorité silencieuse. Ah oui. Elle souffre, elle gémit, elle pleure, elle est massacrée, elle est violée, elle est muselée. Ah oui. Nous sommes dans un état d'urgence, dans un état de siège. Donc ce peuple résiste au fond de l'âme. C'est nous maintenant au niveau de la diaspora qui devons nous organiser pour aller redonner une confiance à ce peuple. Mais qu'est-ce que Sassou Nguesso a fait? Il est entré dans la diaspora avec ses tentacules. Il a corrompu la plupart des personnes qui font semblant de parler. Si ce n'est pas qu'on soit parenté à Mwamba, mais on est parenté à Sassou Nguesso. Si ce n'est pas Sassou Nguesso, mais on est parenté à quelqu'un autour du pouvoir. Et cet argent est déployé en silence. Et on passe par des techniques, je vais vous dire. Le fils de Mwamba est passé par Londres pour créer le FIT 242. Ah bon. Il a déclaré dans un milieu fermé qu'il monterait faire naître cette organisation au niveau du Canada. Nous savons derrière quelle parente de la région on est passé pour implanter le FIT 242. Heureusement que le secrétaire général de la Convention et moi-même avons pris la responsabilité de leur dire que nous avons des preuves que vous êtes des affidés. Mais nous nous démarquons, ce n'est pas que nous soyons purs, mais nous sommes objectivement déterminés à descendre ce pouvoir par tous les moyens. Mais quelle alternative finalement pour le régime en place? Parce que on ne peut pas, moi je ne dirais pas, parce que du côté de la force, c'est impossible déjà, parce qu'on ne le préconise pas pour éviter un peu qu'il y ait des morts des populations. Mais du point de vue négociation, du point de vue, je ne sais pas comment, quelle est la solution que vous préconisez, vous, l'opposition? Parce que votre opposition a été infiltrée, tel que vous l'avez dit, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous préconisez dans ce pour donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Allez-y. Ne dites pas que c'est impossible. Parce que le peuple congolais reste tranquille,
Ah oui. Sassou s'en va toujours les massacrer. Regardez ce qui se passe dans le Poul. Est-ce que les populations du Poul ont fait quoi pour qu'on les massacre? Mais ne pensez pas que Sassou est une personne qu'on ne peut pas détrôner. En ce qui nous concerne, nous nous réclamons de l'opposition, mais une opposition dynamique qui travaille à l'ombre. Nous ferons tomber Sassou par tous les moyens. D'accord, vous avez écouté, Monsieur Victor Kiwangou vient de dire que Sassou tombera. Et nous avons une question concernant un peu le niveau d'éducation. Bon, je ne parle pas de niveau d'éducation, ce n'est pas une façon d'insulter ou je n'insulte personne, mais ce que nous avons remarqué pendant cette campagne, dans les affiches des campagnes présidentielles et législatives, il y a un certain nombre de fautes de grammaire, d'orthographe que nous constatons auprès de ces candidats-là. Est-ce que, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que le niveau d'éducation de la langue française a baissé même auprès des personnes qui prétendent aller représenter le peuple au sein du Parlement? Que feront-ils, par exemple, pour la rédaction des projets, des lois, je ne sais pas, beaucoup de choses qui se font au niveau du Parlement? Bon, monsieur Odilon, excusez-moi, avec ce petit sourire que je commence à répondre à cette question. Comme vous le savez, ce que nous sommes en train de voir pendant cette campagne va refléter réellement ce qui serait l'Assemblée nationale de ce régime de Sassou Nguesso. Donc nous verrons des gens, bon, je ne vais pas rentrer dans les polémiques du niveau éducatif, mais d'une manière générale, nous savons par exemple le baccalauréat venait d'être publié ou proclamé au Congo-Brazzaville. Il y a eu un taux d'admission de 26%. C'est assez faible, hein? Ben voilà, c'est très faible. Très très faible. Et nous savons que Sassou, dans son projet de la destruction du Congo, l'éducation faisait partie de la ligne de mire, c'est-à-dire briser le système éducatif pour essayer de ramener les jeunes Congolais à l'esclavagisme. Et c'est ce que nous avions remarqué. Qu'est-ce que nous remarquons? Les écoles manquent de tout, les universités ne fonctionnent pas, et tous ces jeunes n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de choix. Le choix qui leur reste, c'est d'aller s'accroupir derrière ces leaders politiques qui leur promettent des quelques sous, et à la fin, on essaie d'utiliser ce même peuple affaibli comme étant des potentiels candidats aux élections législatives. Et donc, ne vous étonnez pas de voir ce genre de caricature, des fautes d'orthographe. Et nous, cela reflète aussi réellement quel serait le type de projet de loi qui sera donc adopté à cette Assemblée. Voilà. S'il vous plaît, monsieur Odilon, vous voyez bien le culte de la médiocrité. Il est affiché avec ostentation. Et que va représenter la vitrine du Congo-Brazzaville rien qu'autour de l'Afrique, lorsqu'on se permet, même si c'est pour faire rire, comme ils sont là, un théâtre des ignorants, de venir afficher ce genre de pancarte pour faire une élection imposée pendant une période dans laquelle le peuple est embastillé, les responsables politiques sont en prison, et j'en passe. Ça confirme encore l'état de bestialité des personnes qui prétendent gouverner le Congo-Brazzaville. C'est une honte. J'en ai vraiment honte. J'ai envie de vomir. Mais vous n'avez pas remarqué quand même qu'il y a des changements au niveau de la classe, de la nouvelle classe des futurs députés, parce que c'est maintenant des jeunes qu'on voit. Ah, vous voulez parler, n'est-ce pas, des écoles que Sassou est en train de créer à Oyo, des écoles très belles, avec des petits-enfants qui parlent en chœur avec des ordinateurs. Ils sont très très avancés. Pendant ce temps, les jeunes du Sud, ils croupissent dans la misère. Ils n'ont pas de solution. Mais quelle solution souhaitez-vous ou bien voudriez-vous certainement apporter à la situation du Poul qui n'en finit pas? On continue toujours avec des morts. Est-ce que vous vous sentez un peu abandonné par la communauté internationale? Des gens chez qui l'opposition, la diaspora, moi je me rappelle bien, nous avions vu M. Alain Banco aller rencontrer l'ancien président français, M. Hollande. Et pendant la campagne de Macron, nous avions vu aussi qu'il y avait un certain nombre d'Africains qui étaient derrière lui, en espérant que lorsque Macron serait au pouvoir, il réglerait quand même l'affaire des dictateurs africains. Mais nous avions remarqué que ces gens se sont lourdement trompés. Alors moi, je me pose maintenant la question de savoir, est-ce que vous vous sentez abandonné, surtout en ce qui concerne la situation du Poul? Écoutez, M. Odilon, nous avions toujours dit, nous, au Canada, nous, aussi dans notre convention de la diaspora des Congolais du Canada, on a toujours dit
la solution ne viendra pas ailleurs. Oui. La solution, elle est congolaise. Maintenant, dans la solution congolaise, ceux qui réfléchissent dans ce pays ont essayé d'amener l'esprit du dialogue, c'est-à-dire essayer de trouver un terrain d'entente où nous pourrons résoudre ces problèmes d'une manière pacifique. Cependant, de l'autre côté, on nous impose la force. À la place d'amener le dialogue, c'est l'arsenal militaire, c'est des violations. Et voilà pourquoi, si nous continuons dans cette démarche, il n'y aura jamais de solution. Maintenant, nous disons ceci. La solution des problèmes du Congo, ce ne sont pas les Canadiens qui viennent résoudre les problèmes du Congo. Ce ne sont nullement les Français, même pas les Américains. Vous étiez au ministère des Affaires étrangères. Oui, mais ça fait partie de la diplomatie. C'est-à-dire, dans la diplomatie, nous avions voulu résoudre le conflit du pôle d'une manière pacifique. Voilà pourquoi nous avions utilisé tous les leviers et tous les mécanismes qui étaient nécessaires pour nous. Nous avions pensé ça. Mais malheureusement, nous nous sommes rendus compte que ça ne bouge pas d'un cran. Quand bien même qu'il y a un certain nombre de sanctions, par exemple du point de vue financier, qui sont là, mais de levier sur vouloir ramener la démocratie au Congo, ça ne bouge pas. Maintenant, nous disons ceci aux Congolais. Ce ne sont pas les Français ou les Américains qui viennent aider le Congo, c'est nous-mêmes les Congolais. Maintenant, la solution dans la situation du pool est que Sassou doit quitter. Et si Sassou ne quitte pas, le Congo va encore connaître les mêmes choses, les mêmes violations. Après le pool, ça passerait d'un autre département. Donc, nous pensons que la solution, présentement, doit être militaire. Il faut forcément qu'il y ait une force militaire au Congo. L'équilibre de force amènerait Denis Sassou Nguesso sur la table de négociation. Parce que s'il n'y a pas une force militaire, Denis Sassou Nguesso continuera à avancer, le chien aboie, la caravane passe. Et c'est ça. Il faut mettre en place une force militaire pour créer l'équilibre de forces militaires afin de ramener Denis Sassou Nguesso à la table des négociations. Cette solution-là est un peu difficile parce que il y a des gens qui vont encore mourir, des pauvres innocents, comme je le dis toujours. Je sais pas. Bon, mais écoutez, monsieur Odilon, mais si vous dites qu'il y a des innocents qui sont en train de mourir, maintenant là, il n'y a pas une force militaire mais les gens continuent de mourir. Ah oui. Je vous prends l'exemple, le département de Poul comptait 280 000 habitants. Là, on nous parle seulement de 80 000 déplacés. Où sont partis les 200 autres 000 populations du département de Poul? C'est là où la question se pose. S'il n'y a que seulement 80 000 qui est reconnu par la communauté internationale, par les Nations Unies, qu'il y a 80 000 déplacés, mais où sont partis les 200 autres 000 populations de ce département? Vous comprenez qu'ils ont été massacrés, ils ont été tous massacrés par Denis Sassou Nguesso. Donc vous comprenez qu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas l'équilibre de forces militaires, il n'y a que Denis Sassou Nguesso qui continue à pétiner et les populations continuent de mourir. Donc il faut bien qu'on arrive à arrêter cela. La seule façon d'arrêter, si nous passons par la négociation, Sassou ne veut pas négocier, Sassou ne veut pas dialoguer. Donc la solution, elle est militaire. De la même façon qu'il est venu au pouvoir en 1997, nous pensons que c'est de la même façon que Sassou Nguesso partira de ce pouvoir-là. Monsieur Odilon, s'il vous plaît, pour abonder dans le même sens que lui, le cas du Congo-Brazzaville est viscéral. Oui. C'est une tragicomédie. Et toutes les tragicomédies ont besoin d'un coup d'arrêt. Et ce coup d'arrêt, ne vous y trompez pas. Ce peuple qui gémit dans le silence a déjà créé un système, un faisceau qui va s'organiser, croyez-le, ou qui s'organise déjà. Sassou n'acceptera jamais le dialogue. Il se sent en position de force. Sassou refuse tout ce que nous proposons. Je vous ai parlé de Mambeke. Oui. Le général Ndenge est monté au créneau. Il a menacé ces jeunes de mort. Et nous Il lui a avons vu dit qu'ils que ont c'est fait leur des pouvoir. photos ensemble, il y a eu réconciliation. Mais justement, c'est pour ça que je vous parle de la tragicomédie. C'est théâtral, cette approche des choses. Le jeune s'est senti menacé. Il a accepté, j'allais dire stratégiquement, la menace du général. Il a accepté le rendez-vous. Mais il a enregistré le général pour démontrer la crapulité, la méchanceté de ce régime, qui pense qu'ils sont propriétaires et que c'est eux qui ont combattu. Mais ils ont combattu qui? Les Rwandais, les Angolais, Le pouvoir, l'ancien pouvoir, les Zambiens. l'ancien régime. Où ont-ils combattu des Congolais qu'ils ont massacrés? On parle de près de 500 000 morts qui sont sur la tête de ce monsieur. Mais vous parlez de la communauté internationale, mais elle n'existe pas. La communauté internationale a besoin des jokers comme Sassou pour jouer leur jeu. Et pendant que Sassou est en train de massacrer le pétrole est en train d'être pompé au large.
Les bois sont en train d'être coupés, l'or est en train d'être extrait des sols. C'est valable dans d'autres pays de l'Afrique. Parlez du Mali, parlez de la Centrafrique, c'est la même tragicomédie qui continue. Mais pensez-vous qu'on négocie avec ce genre de personnes? Non. Si la mort ne les arrache pas naturellement, il faut qu'on aille chercher leur crâne. Il y a toujours un moyen. Nous avons tous un talon d'Achille. Et ce moment viendra. Ne vous en faites pas, monsieur Odilon. Mais tu sais, j'aimerais aussi bonder dans la même direction, puisque nous sommes dans l'affaire Mambeke. Oui. Vous croyez que c'est vraiment normal pour un responsable de police, le numéro 1 de la police, de pouvoir parler des menaces de mort et de disparition, de guerre à un citoyen qui n'est pas armé, qui n'a ni commis un acte de violence? Ça vous montre ici, par le témoignage de l'audio qui circule dans le monde entier, la cruauté de ce système et de ce régime. Un syndicaliste à l'exercice de ses fonctions. Exactement, exactement. Et donc, quand nous essayons de voir ici ce qui se passerait dans l'ombre que nous ne savons pas, vous réalisez ici que c'est vraiment pire que ça. Combien de Congolais manquent à l'appel? Nous le savons. Il y a plusieurs familles qui sont en train de chercher les leurs parce qu'ils manquent à l'appel. Et ça fait partie des pratiques de ce régime. Puisque M. Général Ndengue dit qu'ils ont eu ce pouvoir par le prix du sacrifice, les Congolais. Mais non, ce ne sont pas des Congolais. C'est eux qui ont sacrifié les Congolais pour pouvoir s'acquérir ce pouvoir et ils continuent à sacrifier les Congolais jusqu'à aujourd'hui. Il faut bien que cela s'arrête. Et nous demandons à la communauté internationale, mais il me semblerait que les oreilles semblent fermées. Total, les oreilles semblent fermées. Mais comme les oreilles semblent fermées, laissez donc les Congolais résoudre ce problème eux-mêmes. Et nous allons les résoudre. Ne vous en faites pas, nous allons le faire. Bon, nous allons, merci monsieur Bernard Pongui, monsieur Victoire Kiwangou. Nous sommes presque à la fin de notre émission, mais j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce qui est devenu votre opposition, l'opposition de la diaspora en Amérique du Nord? Bon, écoutez, d'une manière générale, les Congolais d'Amérique du Nord sont toujours unis, d'une manière générale. Si vous essayez de voir, il y a l'unanimité dans toutes les actions que nous sommes en train de mener, mais seulement nous nous sommes décidés de ne plus venir dévoiler ce que nous faisons aux médias. Parce que l'ennemi utilisait tout ce que nous venons sur les médias pour essayer aussi d'utiliser leur réseau, ainsi de suite. Et donc nous nous sommes décidés de travailler dans le silence et de continuer à mener le combat jusqu'à obtenir le départ de Denis Sassou Nguesso parce qu'il n'a jamais gagné l'élection présidentielle. Et M. Victoire Kiwangou? Bon, je vous ai parlé des masques en amont et en aval. Je peux vous dire que très peu des frères de la diaspora travaillent réellement pour la plateforme. Ils font semblant. Et ils brillent par une sorte de procrastination. Donc, ils font semblant de faire traîner les choses. C'est de la technique du pourrissement. Le temps passe. Imaginez-vous, on a parlé des biens mal acquis. Oui. Il est question d'une procédure au niveau du Canada. Est-ce qu'on va passer du temps à faire des réunions téléphoniques? Ou faut-il s'organiser, bâtir un plan et mettre ça en exécution? Alors, la réunionnite ne fait pas partie de ma culture. Moi, je ne vais pas les accompagner à cet enterrement-là. Nous avons une autre approche. C'est un travail dynamique de l'ombre pour aller délivrer nos frères qui sont en prison. Pas dans les prisons où se trouvent Moukoko et autres, mais dans cette grande prison à ciel ouvert qu'on appelle le Congo-Brazzaville. Personne n'est libre dans ce pays, à part ceux qui sont à coquiner au pouvoir. Merci beaucoup, M. Victoire Kiwangou. Merci beaucoup aussi à M. Bernard. Et merci aussi à tous les internautes, à toutes les personnes, mesdames et messieurs, vous qui avez consacré votre temps pour nous suivre. Et vous avez été nombreux à écouter ce que nos deux invités ont parlé, ce qu'ils ont dit concernant la situation politique de la République du Congo, plutôt, excusez-moi. Et j'aimerais aussi, une fois de plus, inviter tout le monde, pour ceux qui ont des opinions certainement contraires à ce qu'ils ont dit, vous pouvez toujours nous contacter, on va débattre. S'il faut créer même des débats avec les opposants aussi, ça ne tue pas. Il s'agit de débats, des échanges d'idées et vous serez donc les bienvenus. Et donc à nous revoir certainement dans les prochaines émissions. Merci et au revoir. Merci, monsieur Odila. Merci, au revoir. Au revoir.